Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao de Cité d'Orge. Est-ce qu'on est prêt à s'attaquer à l'un des sujets les plus chiants et déconcertants quand on commence à brasser? Je parle bien sûr des tuyaux et des connectiques. Je vais pas vous mentir, au début j'ai presque arrêté la bière tellement je comprenais rien. Pourquoi certains diamètres sont des fractions? Est-ce que tous les tuyaux peuvent gérer de la pression? C'est quoi la différence entre un tube en PVC et un en silicone? Est-ce que tous les pas de vis sont les mêmes? Quand est-ce que j'ai besoin de mettre du téflon? Où et comment? Bref, des questions légitimes tellement tout ça semble abstrait quand on n'est pas monteur sanitaire de formation. Je vais essayer de structurer un peu la vidéo en sections pour que vous puissiez facilement vous y retrouver et à la fin je vous partagerai ma solution qui couvre quasiment tout avec seulement 3-4 types de tuyaux et possiblement 2-3 connecteurs aussi. Allez, générique. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que c'est vraiment pas facile à expliquer. L'écriture de cette vidéo a été un cauchemar, croyez-moi. Déjà, la manière de choisir le diamètre des tuyaux dépend du style de ceux-ci. Quand on est sur de la plomberie fixe, la mesure primordiale à prendre en compte ne sera pas la même que si on est sur des tuyaux souples par exemple. Et pour ajouter un peu de complexité, ce n'est pas la même que des petits tuyaux de service et de CO2 non plus. Là, je vous avais prévenu, hein, vous n'êtes pas prêts. J'ai décidé de segmenter les tuyaux en 3 groupes qui ont chacun des particularités uniques, mais qui partagent la même manière de les choisir. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. On a la tuyauterie fixe, et dans ce cas-là, c'est le diamètre nominal qui va faire référence. 2, les tuyaux souples de moyenne taille, et dans ce cas-là, on se concentre sur le diamètre interne. Et 3, les petits tuyaux souples pour lesquels on va prendre en compte le diamètre externe ou interne en fonction du système qu'on a choisi. Ah, je sais, ça a l'air fun, hein? Bon, avant que vous quittiez la vidéo parce que vous vous doutez bien que ça va être méga chiant et pénible, n'hésitez pas à la liker quand même et à vous abonner à la chaîne. Promis, généralement les sujets sont un peu plus fun. Bon allez, on est parti. Premier segment, la tuyauterie fixe. Usage. Là, on est sur de l'installation permanente ou semi-permanente. C'est basiquement de la plomberie. Ça peut servir si vous avez une grosse installation avec de l'eau qui arrive directement dans les cuves ou alors des systèmes de refroidissement au glycol, mais aussi simplement si vous voulez installer un robinet à un lavabo de votre brasserie. Matériel, idéalement, on part sur de l'inox, mais c'est cher. L'autre métal qui était anciennement utilisé, c'était le cuivre, mais il a tendance à s'oxyder assez vite. Les options plastiques sont le PVC, bon marché et facile à installer, mais limité à 60 degrés. Et une bonne alternative à ça, c'est le polypropylène, qui lui tient jusqu'à 90 degrés. Pour les mesures de dimension, la taille d'un tuyau est généralement liée à 2 mesures. Le diamètre externe, DE, D minuscule ou OD en anglais pour Outer Diameter, et le diamètre interne, DI, D majuscule ou ID en anglais pour Inner Diameter. Oui bon, il y a aussi la longueur du tuyau, mais on va quand même pas faire une vidéo sur toutes les longueurs de tuyaux qui existent. Ah mais vous me fatiguez des fois, vous me fatiguez. Ok, on l'a fait, Alors là, on est sur un tuyau de 1m6, 106 cm, 46,5. Quand t'es 1,5, celui-là c'est le plus petit pour le moment. Bon, on disait diamètre interne, diamètre externe, et vient encore s'ajouter une autre mesure, ou plutôt une approximation, le diamètre nominal ou DN, qui est historiquement apparu après un changement d'épaisseur de paroi de certains tuyaux métalliques pour résister à la pression. Ces nouveaux tuyaux, officiellement d'1 pouce, ne faisaient alors plus exactement 25,4 mm de diamètre intérieur. Chiant. Plutôt que de recréer une fraction de pouce de type 18/20 pour quelques millimètres de différence, on s'est dit qu'on avait qu'à continuer à dire que c'était grosso merdo 1 pouce. Et on appellerait ça le diamètre nominal. L'idée c'était surtout de garder la même taille de diamètre externe pour ne pas avoir à refaire tous les connecteurs du monde. Ah, un peu logique quoi. Donc on a capté, les tuyaux et les raccords, ce sera basé sur le système impérial anglo-saxon du 19e siècle, simplement parce que c'était historiquement eux qui ont commencé à produire de la plomberie. Il existe bien sûr des équivalents au millimètre, mais c'était pas très joli parce que ça faisait pas des chiffres ronds. Mais heureusement, vu qu'on avait déjà notre mesure grosso merdo pour le système impérial, on avait qu'à l'appliquer pour le système métrique aussi. Ah là on est à la louche, hein. À la louche, on fait à la louche maintenant. Au début du 20e siècle, on décide enfin de standardiser les tailles de diamètre de tuyaux pour plus en avoir 3000 différents, mais plutôt en avoir 5 ou 6 qui conviendraient un peu à tous les usages. Et voilà ce que ça donne. Là, 1 pouce, c'est le diamètre nominal 1 pouce, et ça donne environ un diamètre nominal de 25, parce que c'est plus exactement... Ouais, vous avez compris quoi. Mais ça a l'avantage d'être un peu plus simple. Donc, notre pouce pas exact équivaut plus ou moins à 25 mm. Pour résumer, le diamètre nominal est une approximation du diamètre interne qui n'a pas grande importance puisque les raccords sont ajustés au diamètre externe quand on parle de robinetterie et de plomberie. Ouais, bah voilà quoi. Et c'est pas moi qui fais les règles, hein. C'est connectique. Comment on les raccorde? Alors là, c'est presque simple. Les tubes et tuyaux se vissent les uns dans les autres. La partie qui a le filetage externe s'appelle le filetage mâle. Et celle qui a le filetage à l'intérieur du trou s'appelle le filetage femelle. Un petit coup de téflon, et elle est belle. J'en profite pour faire une mini aparté sur les joints téflon. Déjà, définir quand l'utiliser. Et là, c'est simple.
à chaque fois que vous connectez des éléments qui ne disposent pas de joint en silicone. S'il y a un joint par contre, il ne faut surtout pas mettre de téflon, parce que c'est le joint silicone qui est censé garantir l'étanchéité. Si vous serrez avec le joint et que ça fuit, il faut changer le joint. Ensuite, comment créer le joint? Déjà, il doit être installé dans le sens du filetage, pour ne pas qu'il s'abîme lors du montage. Et ensuite, il faut faire 3-4 tours, juste pour ressentir une légère résistance lors du serrage. Et voilà le travail. Si ça se visse trop facilement, refaites quelques tours. Encore un petit truc chiant, méfiez-vous de l'origine de vos pièces. Là encore, il existe des différences de filetage entre le métrique et l'impérial, et les deux ne sont pas du tout compatibles. Ne forcez pas, vous allez tout casser. Là, on arrive dans la section qui nous intéresse vraiment, les tuyaux souples de moyenne taille. L'usage, dans une microbrasserie, on est plutôt sur des tuyaux souples. Ceux-ci vont servir principalement à faire des transferts d'une cuve à l'autre, et sont généralement d'une taille moyenne pour permettre des bons débits. Ils sont surtout utilisés durant la journée de brassage, contrairement aux petits tuyaux destinés au service et au CO2. Dans le type de matériel, il y a l'EPMD, l'éthylène, propylène, diène, monomère, silicone alimentaire, le PVC alimentaire. Chaque matière a ses avantages. Généralement, on va partir sur de l'EPMD pour les transferts à chaud. Ces tuyaux résistent jusqu'à 155 degrés. Pour ce qui est des transferts à froid, le silicone alimentaire ou le PVC alimentaire feront le taf. Et ils ont l'avantage d'être transparents. Bah, ça fait toujours plaisir de voir son bébé, quoi. La différence entre les deux se voit assez vite au niveau de la souplesse. Le PVC est un petit peu plus rigide et le silicone est tout flagada. Ils ont aussi chacun leur résistance aux produits de nettoyage. Si vous utilisez des trucs bien violents, comme de la soude caustique, renseignez-vous bien avant sur la compatibilité avec les tuyaux que vous utilisez. Mesure des dimensions. Dans ce cas-là, on va surtout se concentrer sur le diamètre interne, DI. Le diamètre externe ne servant à choisir que le collier de serrage. Donc maintenant, pourquoi c'est si compliqué de choisir ces tuyaux? Simplement parce qu'une bonne partie du matériel et des raccords sont un mélange des pièces venant des États-Unis, d'Angleterre et d'Europe. Si vous achetez du matos sur un site européen, vous aurez des millimètres. Si vous achetez sur un site US, vous aurez des pouces. Et là, malheureusement, il n'y a pas eu de standardisation. Cependant, bonne nouvelle, étant donné que les tuyaux sont souples, il y a moyen de forcer un peu pour que ça rentre. Merci de ne pas sortir cette phrase de son contexte. Du coup, voici un tableau des tuyaux US avec les tuyaux européens les plus proches. Ça vous aidera aussi pour les connecteurs. Connectique maintenant. Bon, là on est dans le cœur du sujet. Comment connecter ces tuyaux? C'est quoi la meilleure option? Personnellement, j'ai fait ce que tout brasseur amateur inconscient fait. J'ai acheté un peu de tout, n'importe comment, et maintenant je deviens fou à chaque fois que je dois connecter 2 tuyaux. Si vous avez encore rien acheté, c'est le moment parfait pour faire les bons choix. Déjà, je vous conseille de choisir que 2 tailles de tuyaux moyens. Le 1,5 pouce, 12 mm, et le 5/8 de pouce, 16 mm. La plupart des connectiques que je vais vous lister maintenant sont compatibles avec ces 2 tailles. Côté tuyaux, l'option de base, et surtout la moins chère quand on commence, c'est les raccords cannelés, plus collier de serrage. Dans les brasseries pro, les tuyaux sont souvent sertis en inox d'usine, mais nous malheureusement on va rester dans la bricole. Voici ensuite les options qu'on a et qui ont un raccord cannelé côté tuyau. 1. Le classique filetage femelle pour pouvoir ensuite visser ça sur quelque chose. 2. Une tri-clamp. Et 3. Un raccord Quick Disconnect. Pour ce qui est du filetage classique, vous devriez pouvoir vous en sortir. Vous pourrez normalement choisir entre 3 types de métaux, cuivre, laiton et inox. Ah, il n'y a pas vraiment de question à se poser, faut prendre inox, même si c'est un petit peu plus cher. Maintenant, la tri-clamp. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un système créé dans les années 50 par des Américains, initialement à destination de l'industrie laitière et pharmaceutique. Il s'agit de 2 ferrures d'inox, d'un joint torique, le tout pincé par une bride, la fameuse clamp. Pour choisir la taille des ferrures, il est conseillé d'avoir le même diamètre intérieur, bien sûr, que ce soit raccord avec le tuyau, mais aussi le diamètre extérieur, qui correspond à la taille du joint torique. Les valeurs sont impériales, mais on commence à avoir l'habitude. L'avantage de ce système, c'est qu'il ne dispose pas de filetage, qui ont tendance à piéger des bactéries. Il est possible de le monter et de le démonter sans outil, dans un temps assez réduit. Mais par contre, on a des fois l'impression qu'il faudrait 3 mains plutôt que 2 pour les ajuster et les serrer. Les Quick Disconnect, ou QD, ça franchement c'est ce que je conseille pour les tuyaux de taille moyenne. C'est le même principe que les systèmes d'arrosage, mais en inox. Il existe plusieurs marques, mais la seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est que le joint soit en silicone alimentaire et qu'il puisse supporter des hautes températures. Ces systèmes sont absolument géniaux et utilisables à une main. Par contre, ils ont 2 désavantages. 1. Ils sont chers, et 2. Pour les démonter et les nettoyer, c'est un peu chiant. Mais le temps que vous allez gagner à chaque fois que vous allez connecter et déconnecter en vaut la peine. Il existe encore 2 types de raccords que je ne vais pas présenter parce qu'ils ne sont pas vraiment utilisés dans nos régions et à notre échelle. Il y a les Camlock, plutôt populaires aux États-Unis. Il y en a d'ailleurs sur le Brozilla, et le DIN 11851, appelé filetage laiterie, présent plutôt sur les grosses installations et les cuves de l'époque, avant que la tri-clamp devienne la norme mondiale. Pour résumer, si vous brassez juste pour vous, je partirai en Quick Disconnect. C'est ce que moi j'ai. Si vous commencez à vous développer et vous voulez utiliser des standards de l'industrie, partez sur des tri-clamp. Et si vous brassez à coup de 5 hectos, vous avez probablement pas le choix et vous serez de toute façon sur une DIN 11851. Dernière catégorie de tuyaux, les petits tuyaux souples. L'usage, qui servent généralement au gaz, aux lignes de bière et pour le service ou transfert contre pression. Comment on mesure les dimensions? Là, de nouveau, il existe 3-4 tailles différentes qui pourraient faire le taf. Mais si je peux vous donner un conseil, il existe une taille de tuyau qui peut tout faire. C'est le 5/8. 5 mm de diamètre interne, 8 mm de diamètre externe. En réalité, le diamètre interne importe peu. Choisissez simplement une taille de diamètre externe et tenez-vous-y. Ça va grandement vous simplifier la vie grâce au connecteur rapide. On y vient. Matière,
Alors là, ça dépend. Si c'est pour du CO2 basse pression jusqu'à 4 bars ou 60 PSI, pas besoin qu'il soit alimentaire. N'importe quel bout de tuyau un peu solide fera l'affaire. Donc typiquement, pas du silicone, mais du PVC ça passe. Et à contrario, si c'est pour une ligne de bière, il faut bien que ce soit alimentaire. Et là, il y a plusieurs options entre PVC alimentaire, silicone, polyuréthane, EPDM, PTFE, mais surtout, le meilleur à mon goût, le polyéthylène rigide, PE, parce qu'il ne donne pas de goût et qu'il ne laisse pas passer l'oxygène. Keglen a aussi développé des tuyaux propriétaires en 2 couches. Les externes en éthylène vinyle acetate, EVA, et un polymère propriétaire pour l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un peu le meilleur des 2 mondes, alors je peux que vous conseiller. En plus maintenant, ils en font même dans des couleurs différentes. Pratique pour différencier le gaz de la bière. La connectique maintenant, là on va pas tergiverser. Faites-moi confiance, partez sur du John Guest ou du Duo Tight de Keglen. Les connecteurs existent en plusieurs tailles, 1/4 de pouce donc 6.35 mm, 5/16 de pouce donc 8 mm et 3/8 de pouce donc 9.5 mm. Et attention, hein, dans ce cas-là, il faut choisir la taille qui correspond au diamètre externe de votre tuyau. Donc si vous avez acheté le fameux 5/8 ou 4/8, la taille externe du tuyau est de 8 mm. Et donc il vous faut le connecteur 8 mm. Ça peut sembler logique, mais j'ai reçu 2-3 commandes qui prouvent que soit c'est pas logique, soit je suis un immense abruti, donc voilà. Il est aussi tout à fait possible d'utiliser des connectiques semblables à celles que j'ai détaillées dans les tuyaux de taille moyenne, du genre raccord cannelé plus collier de serrage. Mais pourquoi? Est-ce que la vie, c'est pas déjà assez difficile comme ça? Ne faites pas ça. Alors juste, vraiment, faites-moi confiance, partez tout en 8 mm. La vie sera belle. Maintenant, je vais vous détailler ma solution avec les références. Ça me semble couvrir à peu près tout ce dont on pourrait avoir besoin dans une brasserie d'un hecto. Pour le brassage, j'ai des tuyaux haute température de 16 mm, dont je me sers pour transférer à chaud. Dessus, j'ai des Quick Disconnect de la marque Neomatic en 5/8, donc 16 mm aussi. Par contre, je compte bientôt les changer parce qu'ils ne sont pas en inox, mais ont simplement une couche de chrome. Je vous mets le lien de ceux que je compte acheter dans la description. Des trucs classiques qu'on trouve partout dans les brasseries. J'ai aussi un tuyau en PVC pour transférer le moule refroidi et être capable de voir sa couleur, pour arrêter avant de balancer de la soupe d'épinards dans le fermenteur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est d'alimenter mes échangeurs thermiques, j'utilise un bête tuyau d'arrosage. Ça fait l'affaire et c'est bon marché. Là aussi, en 5/8, 16 mm. Ces tuyaux ne sont pas faits pour gérer les hautes températures, ce qui fait qu'ils s'abîment plus vite. Mais c'est pas vraiment grave étant donné que ça n'est pas en contact avec du mou. Puis bon, racheter ça coûte rien quoi. Pour les petits tuyaux, vous aurez compris que je suis en Eva Barrière de chez Keglen. 5 mm intérieur, 8 mm extérieur. Classique. Je vous conseille la même chose, ou des 4 intérieurs et 8 extérieurs. Ça fait aussi bien le taf. J'ai progressivement changé toutes mes connectiques pour être en duo tight et c'est un plaisir de chaque instant. Tellement bien. Je vais essayer de vous faire aussi un PDF imprimable des différentes tailles de tuyaux et des connectiques avec leurs équivalences métriques et impériales. Ça peut toujours aider de l'avoir quelque part dans la brasserie. Voilà, j'ai fait le tour des tuyaux et des connectiques. C'était pas facile et bravo à ceux qui sont encore là à cet endroit de la vidéo. Ah, franchement, ça fait un peu mal au cul de faire ce genre de vidéo qui prend un temps de ouf en recherche et en montage, en sachant d'avance que le succès populaire risque bien de ne pas être au rendez-vous. Ah bah, tellement on est sur une niche quoi. Mais bon. Faut bien que quelqu'un le fasse. Puis vous aviez voté sur le Discord, hein, pas le choix. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à la chaîne aussi, si vous ne voulez pas rater d'autres contenus chiants. Je suis aussi sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Et on se dit à dans quelques jours pour une vidéo probablement un petit peu plus fun. Allez, à plus!